Bonjour, je m'appelle Caroline Anglerot et je suis postdoctorante au LabEx ou à Mail. Dans l'ouvrage Métaphysique et sciences, nouveaux problèmes, dirigé par Raphaël Künzler, ma contribution prend la forme d'une étude de cas. Il s'agit d'étudier précisément les relations entre science et métaphysique dans un cas historique et épistémologique précis, à savoir la naturalisation des monades leibniziennes dans les sciences naturelles. Nous entendons par là cette tendance qu'ont eu certains philosophes et certains naturalistes à naturaliser, c'est-à-dire à réinterpréter les monades leibniziennes pour les identifier à des entités naturelles. Ce chapitre a donc pour but d'instancier différentes relations entre métaphysique et science dans un cadre précis. Pour ce faire, dans une première partie, nous rappelons ce que sont les monades leibniziennes et nous présentons comment Leibniz entendait la relation entre ce qui tient de la science et ce qui tient de la métaphysique. Nous insistons notamment sur le fait que les sciences naturelles peuvent servir non pas comme preuve a priori, mais comme preuve a posteriori des idées métaphysiques chez Leibniz. En d'autres termes, sans que les résultats des sciences naturelles aient le même degré de certitude que les résultats de la métaphysique chez Leibniz, les premiers offrent un accès à la connaissance dès lors qu'ils conviennent, qu'ils s'accordent avec les résultats de la métaphysique. Bref, chez Leibniz, métaphysique et sciences naturelles se présentent comme deux accès à la connaissance. Dans une deuxième partie, nous nous intéressons à quelques philosophes et savants qui ont réinterprété les monades et qui les ont entendues non pas comme des entités métaphysiques, mais comme des entités du monde naturel, et même parfois comme des entités du mobilier de la nature. Chez des auteurs comme Otto Friedrich Müller, Oken ou Ehrenberg, les monades deviennent des êtres vivants à part entière et désignent les organismes les plus simples du monde vivant, les organismes les moins composés donc. Chez d'autres auteurs, comme Kant ou Schelling, les monades deviennent des êtres naturels, au fondement de la nature physique étendue et à laquelle elles prennent part. Nous avons là affaire à un discours général sur la nature, que nous pouvons qualifier de métaphysique en ce qu'il part des arcanes intensifs et immatériels de la nature pour expliquer ce qu'est la nature et ses conditions de connaissance. Cette lame de fond est assez représentative de la scène intellectuelle allemande dans la première moitié du XIXe siècle, en estompant les limites entre métaphysique et science pour chercher à construire une nouvelle forme de scientificité, souvent taxée de spéculatif. Finalement, la réinterprétation des monades pluralise leur signification, rendant par là même leur sens plutôt flou. Ce flou catégoriel, loin d'être limitant, donne une liberté à leur usage. Pouvant être orientés conceptuellement vers un sens ou un autre, leur usage assez lâche leur permet de participer au développement de l'imaginaire scientifique du concept de cellule. Dans une troisième partie, nous examinons comment ces rapprochements ou ces éloignements conceptuels entre monades naturalisées et cellules, selon les auteurs, témoignent de la manière dont la métaphysique peut participer au développement de l'imaginaire scientifique. Mais aussi, en observant des cas comme ceux de Johannes Müller ou de Schwann, les rapprochements ou les éloignements entre monades naturalisées et cellules peuvent aussi être révélateurs de la métaphysique sous-jacente à la science du vivant élaborée par chaque auteur, leur engagement ontologique, leur a priori conceptuel qui sous-tendent leur exercice scientifique. C'est sur le développement de cette idée que se conclut cette contribution. Je vous souhaite une bonne lecture de Métaphysique et sciences, nouveaux problèmes.